Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de la soirée dont voici les principaux titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui une délégation de l'IGAD. Également dans le titre, la photo mortem d'une fillette à la une de l'Aurore déclenche des poursuites judiciaires. Nous aurons plus d'explications avec le procureur de la République. Et comme dernier titre, terrorisme, plusieurs attaques ont eu lieu aujourd'hui à Ouagadougou, au Burkina Faso. Voilà, c'était les titres. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui successivement deux délégations. La première délégation a été composée de l'actuel secrétaire général, Mahib Ali, qui a introduit à son tour les anciens secrétaires généraux de l'institution. L'entretien a essentiellement porté sur les missions de l'IGAD et le moyen de les renforcer. Cette rencontre avec le chef de l'État s'inscrit dans le cadre du 30e anniversaire de l'IGAD. Le groupement a été créé en 1986 par le chef de l'État et des gouvernements des États membres sous le nom d'autorité intergouvernementale sur la sécheresse et le développement IGAD. En réponse aux nombreuses catastrophes climatiques, fortes sécheresses récurrentes et autres catastrophes naturelles qui ont causé des famines, dégradé l'environnement et engendré une dépression économique dans la région de l'Afrique de l'Est en 1974 et en 1984. Et ces moyens d'action sont la promotion de la sécurité des approvisionnements en nourriture, la gestion de l'environnement, ainsi que le développement du commerce intra-régional et de l'infrastructure. Elle est surtout engagée dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Elle tente de créer des mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits entre les États et à l'intérieur des États par le dialogue. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Mahboub Moualem, a dans une réaction fait à cette occasion exprimé l'immense plaisir de rencontrer le président de la République à l'occasion du 30e anniversaire de l'IGAD. Nous sommes venus saluer le président pour ses actions remarquables en faveur de la Somalie et pour la préservation de la paix, a indiqué le secrétaire exécutif de l'IGAD. Et puis, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu en second temps le ministre éthiopien en charge des douanes. L'Éthiopie assure plus de 85% de ses importations et exportations via la République de Djibouti et ses diverses infrastructures routières, aéroportuaires et également ferroviaires qui se multiplient et se renforcent. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre du Budget, Bodi Ahmed Roblé, du ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, et du président des autorités des zones franches, Bakar Marhadi, ainsi que la conseillère du président de la République. Dans une réaction faite à cette occasion, le ministre éthiopien a rappelé la relation longue date existante entre les deux pays, amis et frères. En nouvelle nationale, toujours, le procureur de la République, Maki Abdelkader Omar, a été aujourd'hui dans l'édition de l'après-midi l'invité d'honneur, où il nous a éclairé sur les points et sur l'interpellation du co-directeur du journal L'Aurore du nom de la revue mensuelle du mouvement de l'opposition suite à la publication d'une photographie d'une jeune fille décédée lors des événements qui se sont produits à Bouboro, à Balbala. C'était le 21 décembre dernier. Je vous propose d'écouter les explications du procureur de la République. Alors, pour commencer, je me dois de préciser avant tout que s'agissant de poursuivre les auteurs d'infractions qualifiées délit de presse, il est primordial de communiquer, d'informer le public, et le public doit être informé sur la règle applicable et il doit être informé sur les conséquences des violations de ces règles-là. Voilà. C'est véritablement ça qui est le plus important. Plus important que la démonstration de culpabilité pour lesquelles il y a un endroit indiqué et c'est le prétoire. J'y donne d'ailleurs rendez-vous à la défense et à ses contenteurs. Pour ce qui concerne les faits, il s'agit de la diffusion dans l'organe de presse que vous avez cité, l'Aurore, c'est un mensuel, de la diffusion de la photographie du corps sans vie d'un enfant de 7 ans. Un enfant qui a perdu
la vie le 21 décembre dernier, à l'occasion des événements que vous connaissez, et un enfant qui a perdu la vie dans les circonstances qui sont aujourd'hui déterminées dans le cadre d'une instruction préliminaire en cours. Cet enfant a été atteint par un projectile alors qu'il se trouvait dans la hutte en compagnie de ses parents et de ses frères et sœurs atteints à la tête. Voilà. Et c'est une image, donc cette photographie qui a été exploitée dans ce journal-là et diffusée dans ce journal-là est une image choquante, n'est-ce pas? Et c'est une image dont moi je choisis d'épargner le visionnage aux téléspectateurs. Nous avons le journal ici. C'est une image qui est l'archétype même de la production pour lequel la loi entend contre lequel la loi entend protéger le public, notamment par la prescription de l'article 4 de la loi du 15 septembre 1992, l'article 4 qui dit, je vais vous le citer, cet article: « La liberté de communication ne doit pas porter atteinte à la paix sociale et à la dignité de la personne humaine, ni troubler l'ordre public. Elle ne doit comporter aucune insertion ou information contraire à la morale islamique, ou susceptible de faire l'apologie du racisme, du tribalisme, de la trahison ou du fanatisme. Cette insertion violente, une insertion macabre, porte atteinte à la dignité de l'enfant et de ses parents. Elle trouble l'ordre public. Elle est surtout contraire à la morale islamique. » Voilà. Et l'autre élément, et non de moindre, c'est les conditions dans lesquelles cette photographie semble acquise. C'est une photographie volée. Elle a été réalisée entre le moment où l'enfant a été admis à la morgue de l'hôpital général Pelletier pour les examens médico-légaux et les instants qui ont précédé son inhumation. Elle a été réalisée hors la volonté ou en dehors de consentement des personnes qui sont en droit de l'autoriser, les parents, vous l'avez dit. Donc c'est une photographie qui est volée, c'est une photographie qui est recélée par l'usage qui en a été fait dans les médias, les réseaux sociaux, comme on a coutume de les appeler, et comme je vous l'ai dit, elle a été faite en dehors de l'autorisation des parents. Or, la loi, elle est claire. Tout organe qui se propose de faire une publication d'une photographie doit s'assurer d'avoir l'autorisation ou obtenir l'autorisation de la personne concernée. Bien sûr. Et les parents n'ont jamais autorisé la publication de la photographie post-mortem de leur enfant. Ils portent aujourd'hui d'ailleurs plainte. Ils n'ont jamais vu, fort heureusement, cette photographie, si ce n'est la connaissance qu'ils ont eue de son utilisation frauduleuse par les personnes qui l'ont faite. Alors, la loi est claire. La loi est claire parce que l'article 4 de cette loi, mais aussi d'autres dispositions qui établissent le principe de la liberté, du droit à l'information du public, limite les conditions dans lesquelles peut s'exercer cette liberté-là. Et aussi prévoit les sanctions applicables le cas échéant. Alors, cet article-là, je viens de le citer d'ailleurs, mais dans notre cas d'espèce, la publication qui a été faite de cette photo dans les conditions que je viens de vous citer, elle est dépourvue de tout objectif d'information du public. Elle est dépourvue d'autant plus lorsqu'on est en connaissance de ce que le public est largement en connaissance et de la survenance du décès de cet enfant et des conditions dans lesquelles ce décès est intervenu. Le public le sait, je vous renvoie pour ça aux communications, notamment celle du 31 décembre dernier que notre parquet a fait. Nous avons communiqué dans le sens de dire que les faits qui se sont passés sont les suivants et la juridiction d'instruction est désormais en charge de cette affaire-là. Alors, c'est encore un rappel, c'est une photographie volée, c'est une photographie recélée et elle finit par être diffusée dans cet organe, dans le journal qui est proposé à la vente sur la place publique de Djibouti. C'est exact. C'est une réalité, oui. Cette réalité tient compte de ce que l'article 16 de la loi sur la communication oblige le directeur de publication d'un organe de presse qui jouit d'une immunité à nommer un co-directeur. Et c'est cet article-là, le jeu de cet article, qui permet de poursuivre ce dernier, le co-directeur, sans attendre, sans dépendre des aléas que présente la demande de levée de l'immunité parlementaire.
Mais vous avez raison de poser la question. Il ne sera pas fait d'impasse sur le cas du directeur de publication de cet organe, parce que je vous informe tout de suite que la demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Aden Mohamed Abdou, puisqu'il s'agit de lui, est déjà traitée et puis a été transmise à l'autorité compétente. Je n'ai pas l'habitude de commenter, de répliquer aux commentaires que suscitent nos actions, les actions de notre parquet, mais je dois quand même dire que sur cette affaire-là, d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour le principe même de la protection, de la promotion des droits de l'homme et des organes qui en ont la charge. Mais il faut constater dans notre affaire, pas que celle-ci d'ailleurs, que les hommes qui les animent pour l'heure, à l'heure actuelle, ils semblent être dotés d'autres intentions. Je fais simplement le constat de ce que, vous voyez, et je vais tenter une comparaison. Le 15 septembre dernier, à la suite du 15 septembre, lorsqu'il était question d'un débat sur la question de savoir si les journaux en Europe ont bien fait ou pas de publier la photo, du petit garçon syrien qui avait échoué, dont le corps avait échoué sur les plages, nous avons entendu le président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme dire qu'il ne faut pas montrer ces photos. Il disait, en substance de mémoire, si je ne fais pas d'erreur, il disait il faut respecter la dignité humaine, y compris pour les victimes de la grave crise syrienne. Ces photographies sont choquantes car il s'agit quand même d'un enfant. Il n'est pas nécessaire de troubler ou de choquer la sensibilité humaine qu'il disait. Alors, est-ce qu'il y aurait une sensibilité humaine à Paris ou à Berlin qu'il y a lieu de ne pas choquer, et une autre africaine dont on ferait peu de cas? C'est une question que je pose. On est tenté de dire encore 2 poids 2 mesures, des droits de l'homme. C'était Maki Omar, le procureur de la République. Autre nouvelle du pays, l'autorité intergouvernementale pour le développement du Ligad a célébré aujourd'hui ses 30 années d'existence en tant qu'organisateur régional destiné à résoudre les problèmes de la sécheresse et les effets de la désertification, entre autres dans la corne de l'Afrique. Et pour commémorer cet anniversaire, une table ronde a été organisée au sein de l'Institut d'études diplomatiques en présence des 3 anciens secrétaire exécutif. Cette rencontre a permis aux participants de partager leur expérience et leur point de vue sur leurs perspectives et les défis en matière de paix, de sécurité et de développement économique et d'intégration régionale dans la région de l'Igad. Et lors de ces assises, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre délégué à la coopération internationale, Ahmed Ali Sillaï, la ministre de la promotion de la femme, Hasna Barkhat, ainsi que les ambassadeurs des pays frères et amis ont assisté à la célébration de ces 30 années d'existence de l'Igad. Et dans une intervention, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, s'est déclaré réjoui de pouvoir célébrer le 30e anniversaire de l'Igad, et cela en présence des membres de cette noble institution. À l'écoute. Mesdames et messieurs, notre organisation l'Igad reste le cadre nécessaire que les pays de la région doivent promouvoir afin de parvenir à l'intégration économique, sociale et culturelle escomptée. Un espace de partage, de développement, de promotion de valeurs de paix, de démocratie et de liberté dignes de ce nom. L'Igad peut et doit y parvenir parce qu'il n'y a pas à ce stade une autre alternative. Une région de la Corne de l'Afrique apaisée, intégrée et prospère. Telles ont été les ambitions des pères fondateurs de notre organisation. Telles sont toujours les volontés qui animent les dirigeants de notre région d'aujourd'hui. J'aimerais à ce stade attirer l'attention de notre audience ici présente que la transformation rapide de l'Igad est une nécessité. Notre organisation vit des moments difficiles. Nous sommes à la traîne
il faut le reconnaître. L'IGAD n'a pas beaucoup de résultats en matière de développement économique et d'intégration. L'IGAD doit transformer son secrétariat. L'IGAD doit renforcer ses capacités. L'IGAD doit pouvoir se donner les moyens de ses ambitions. À ce jour, je crois que les résultats sur ce volet-là sont mitigés, même si en matière de paix et de sécurité, l'IGAD a fait de grandes choses. J'ai cité tout à l'heure l'accord de paix au Sud-Soudan et entre le Soudan. Le gouvernement intérimaire de Somalie, les deux gouvernements de 2000 et 2004, et les efforts qui continuent à être déployés par les dirigeants de l'IGAD pour rendre la stabilité au Sud-Soudan. Cependant, tous les programmes d'intégration économique restent toujours en suspens. Il est essentiel et important que notre organisation puisse maintenant faire la transformation et le travail d'introspection nécessaire afin d'aller de l'avant avec cet agenda. En nouvelle nationale, toujours, la Chine populaire a remis ce matin un don de 2 véhicules scanners à la République de Djibouti. Le don a été remis par l'ambassade de la Chine populaire à Djibouti au ministre du Budget, Bodi Ahmed Roblé, et est destiné au service des douanes. Les 2 scanners mobiles faciliteront ainsi le travail des douaniers et vont accroître sensiblement la cadence de leur travail au quotidien. La cérémonie de remise s'est déroulée à Doralé, au siège de la East African Holding, en présence du ministre du Budget, Bodi Ahmed Roblé, et des responsables de son département, ainsi que de la chargée d'affaires de l'ambassade de la Chine populaire à Djibouti. À cette occasion, un document a été paraphé entre les 2 parties et au cours de cette cérémonie, la chargée d'affaires de l'ambassade de la Chine populaire à Djibouti a déclaré que son pays sera toujours aux côtés de la République de Djibouti pour appuyer les efforts du gouvernement dans les différents domaines de développement. Nous permet de renouveler l'attachement de la Chine à appuyer les efforts du gouvernement djiboutien pour le développement de son pays dans tous les domaines. La Chine voudrait toujours partager ses expériences avec Djibouti et lui accorder des soutiens matériels. Le secteur portuaire apporte une contribution importante à la croissance de l'économie djiboutienne. Nous espérons que ces 2 scanners mobiles aideront Djibouti non seulement à sécuriser ses frontières, mais également à accroître ses recettes douanières. Et par la suite, prenons la parole à son tour. Le ministre du Budget, Bodi Ahmed Roblé, a remercié la République populaire de Chine pour ce noble geste à travers son ambassade à Djibouti et a rappelé que ces véhicules amélioreront le quotidien des douaniers. On l'écoute. Action fort appréciable de la part de notre principal partenaire économique vient de démontrer encore une fois l'intérêt majeur que cesse de porter la Chine au développement de notre pays. Les grands projets d'infrastructure, ports, chemins de fer, adduction d'eau, autoroutes en cours d'exécution sont une illustration parlante. Aujourd'hui, la livraison de ces équipements de contrôle et d'inspection fort utiles dans le trafic international et pour la circulation sécurisée des biens sur notre territoire vient à un point nommé pour renforcer la sécurité de notre pays et de nos infrastructures portières à l'heure où l'insécurité et les trafics illicites constituent une menace permanente pour les nations. De par sa fonction stratégique aux frontières et ses prérogatives, les services des douanes participent activement à ces combats contre la circulation de produits de contrefaçon et de produits nocifs, et de par leur fonction de contrôle, ils ont pour mission de protéger la société djiboutienne de l'afflux de marchandises qui pourraient compromettre la santé et la sécurité des consommateurs, tels que des faux médicaments qui ne contiennent aucun principe actif ou des produits prohibés
ou déclarés dangereux. Ces contrôles sont une priorité pour la douane, au même titre que la lutte contre la fraude commerciale traditionnelle et la fraude fiscale. Pour ce faire, il est indispensable de doter notre administration douanière d'outils de contrôle modernes et efficaces. Et ces deux scanners vont contribuer, sans aucun doute, au renforcement de nos capacités de contrôle du trafic commercial. Et aujourd'hui, nous devons mobiliser et conjuguer les efforts des services portières, des contrôleurs douaniers et des agents de postes frontaliers pour contrôler et dissuader les trafics illicites et préserver un trafic sécurisé conformément aux règles internationales. Et par la suite, la délégation conduite par le ministre du Budget, composée également d'une forte délégation de l'ambassade de Chine à Djibouti, a visité et examiné ces véhicules de près. Équipés de matériel de dernière génération, ces véhicules, pas comme les autres, faciliteront le travail des douaniers pour les différents contrôles effectués au quotidien dans les différents postes et sécuriseront aussi les agents de la douane ainsi que les passagers. Et durant cette visite, le ministre ainsi que les représentants de l'ambassade de Chine à Djibouti ont reçu les explications nécessaires quant au fonctionnement de ces scanners. Pour la douane, ces deux outils seront très nécessaires et permettront à la douane d'assurer la sécurisation des recettes, mais aussi de sécuriser le corridor dans son ensemble, ainsi que toute marchandise containerisée. Il s'agit d'un contrôle plus spécifique permettant de faciliter le transfert de conteneurs plus rapidement et le faire sortir vers la ville de Djibouti. En fait, ce scanner nous permettra de faire la sélection et l'échantillonnage de conteneurs qui seront amenés à être visités physiquement et dépotés sur le PK13 dont nous disposons d'un espace pour dédouaner les marchandises. Page santé à présent, le ministre de la Santé, le docteur Kassim Issa Kousseman, a reçu dans son bureau l'association des pharmacies de Djibouti pour discuter notamment de l'adoption d'un code de médicaments qui réglemente l'acquisition de tous les médicaments ainsi que la mise en place de la procédure d'enregistrement des médicaments au niveau national. En effet, l'objet de cette réunion rentre dans le cadre de la mise en place d'un cadre de concertation des principaux intéressés de ce code des médicaments, à savoir les autorités réglementaires, le représentant des pharmacies, le ministère de la Santé. Le but recherché est que la République Djibouti se dote d'un code des médicaments pour permettre aux investisseurs étrangers d'être informés de la réglementation applicable dans le pays, mais également pour permettre au ministère de la Santé d'assurer son rôle de tutelle correctement et d'avoir une coordination sur toutes les pharmacies de la place publique sur le respect et l'application de ce code des médicaments et en y ajoutant l'enregistrement de ces médicaments. Était présent à cette réunion le doyen des pharmacies, Dr Saïd Omar, et le président de l'association des pharmacies, Dr Saad Farah. Toujours page santé dans le cadre des activités de consultation mensuelles mises en place par l'équipe cadre du centre médico-hospitalier de la région d'Ikil pour le rapprochement des soins dans la localité et dans les villages. Une équipe mobile du CMH de Dikil s'est déplacée dans la localité de Daddahalo avec le médecin de l'équipe mobile du centre hospitalier, Dr Ilyas Abdi, pour y effectuer des consultations et des soins de proximité. Le médecin-chef était accompagné de l'équipe mobile du CMH d'Ikil et des techniciens paramédicaux comme les infirmiers ou les sages-femmes. Le but de l'équipe mobile est de prodiguer des soins dans les localités les plus reculées des structures de santé fixes. Les prestations offertes à la population de la localité étaient notamment les consultations médicales, les soins de la reproduction, la vaccination, la prise en charge des enfants, malnutrition, panique familiale. Le nombre de personnes consultées était de
de 40 adultes, 40 enfants, 8 vaccinés et 5 contre les femmes enceintes. Le ministère de la Santé, avec ses actions de délocalisation à travers ses stratégies, compte rapprocher les soins de la population des régions de l'intérieur. Le dossier magazine de ce soir est consacré au tramway installé à Addis Abeba. La capitale éthiopienne Addis Abeba a ouvert en septembre dernier sa première ligne de tramway, la première en Afrique subsaharienne. Ce tramway va énormément décongestionner la circulation automobile dans la capitale éthiopienne où se concentrent de nombreuses institutions panafricaines, onusiennes et internationales. Écoutez ce commentaire. La capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba, a ouvert en septembre dernier sa première ligne de tramway, la première en Afrique subsaharienne. Ce tramway va énormément décongestionner la circulation automobile dans la capitale éthiopienne où se concentrent de nombreuses institutions panafricaines, onusiennes et internationales. Inauguré par le ministre éthiopien du Transport, ce premier train léger sur une distance de 34 km relie le nord au sud de la capitale. Il est capable de transporter environ 60 000 passagers par jour. Et pour pouvoir monter dans les nouveaux wagons de la ligne de tramway appelée l'Addis Abeba Light Railway, le gouvernement éthiopien a donc fixé un tarif particulièrement abordable. Le ticket par trajet coûte entre 2 à 6 birs selon la distance choisie, soit moins de 100 francs Djibouti. Il y avait un sérieux problème ici. C'était très difficile de se déplacer d'un endroit à l'autre. On devait attendre entre 30 à 40 minutes. Ce nouveau service a vraiment permis de résoudre ce problème. La circulation est devenue facile et plus fluide maintenant avec ce nouveau train léger. Les files d'attente n'existent plus. La capitale éthiopienne Addis Abeba s'est dotée d'un tramway, le premier du genre en Afrique subsaharienne. Le train relie le nord et le sud de la capitale. Donc ce moyen de transport révolutionne en même temps la circulation de la capitale Addis Abeba, mais il est aussi l'essor économique de l'Éthiopie. En septembre dernier, seule la ligne nord-sud a été ouverte au public, mais la construction d'un second tronçon a donc vu le jour en octobre dernier, c'est-à-dire l'axe d'est-ouest. Les Éthiopiens se déclarent fiers de cette réalisation. La construction de ces nouvelles infrastructures a donc permis de réduire les embouteillages dans cette capitale où vivent quelques 5 millions d'âmes. Sachant qu'Addis Abeba connaît parfois des coupures d'électricité, le nouveau tramway dispose de son propre courant électrique. Un réseau électrique spécifique a été construit pour faire fonctionner le tramway de façon indépendante du réseau principal. Cette nouvelle technologie est une première ici en Éthiopie. On utilise le tramway pour une longue distance et pour un prix moins cher. La population de la capitale se déclare vraiment satisfaite de cette initiative du gouvernement. Elle émet l'espoir que ce progrès s'arrêtera pas là et se poursuivra. La réalisation du tramway a coûté 475 millions de dollars américains et a été financée à 85% par la Chine. Rappelons que ce tramway a été conçu par l'entreprise China Railway Engineering Corporation. Voilà, c'était donc notre correspondante à Addis Abeba, Aïcha Abdullahi. Également, commentaire de Aïcha Abdullahi pour ce magazine de la rédaction. Actualité hors de nos frontières à présent. Au Burkina Faso, 126 otages libérés et 3 djihadistes tués après l'attaque d'un hôtel et d'un restaurant. À Ouagadougou, la prise d'otages dans un hôtel et un restaurant de la capitale du Burkina Faso est terminée. Après plus de 6 heures d'assaut, les forces spéciales de sécurité ont repris le contrôle des bâtiments. Le point dans cette séquence.
assaut. Les forces spéciales de sécurité ont repris le contrôle des bâtiments, mais un autre assaut serait toujours en cours dans un autre hôtel, l'hôtel Ibi, situé dans le même quartier. À ce stade, 3 djihadistes ont été tués, 126 otages ont été libérés. Le bilan, lui, est encore imprécis. On parle d'une vingtaine de morts et de 33 blessés, selon le ministre de l'Intérieur burkinabé. L'attaque terroriste a démarré hier en début de soirée dans ce quartier de Ouagadougou, très fréquenté par les Occidentaux. Elle visait clairement les intérêts français dans la région, dans ces pays limitrophes avec le Mali. Au moins 4 hommes lourdement armés proches d'Armi Al-Qaïda au Maghreb islamique ont visé des bâtiments, l'hôtel Splendide et un restaurant situé juste en face, les Cappuccino. Une fusillade a d'abord éclaté. Une dizaine de clients auraient été tués sur la terrasse de ces restaurants. Des explosions ont été entendues, des véhicules ont été incendiés. Et une prise d'otages s'en est suivie dans l'hôtel. Avec l'appui des forces françaises présentes en nombre dans la capitale burkinabé, les forces de sécurité ont finalement donné l'assaut vers 2 h du matin. Mais leur progression a été ralentie après la découverte d'explosifs dans l'hôtel, a expliqué un policier lors de l'assaut. L'hôtel était apparemment truffé d'engins explosifs. Des coups de feu réguliers ont ensuite été entendus au petit matin. Les policiers ont dû sécuriser toutes les chambres, l'une après l'autre, tout en veillant à protéger les otages. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.